aura une durée de 7 ans, au lieu de 7. 1967, dont la réélection tous les 7 ans ressemble à une formalité, sous la pression de la rue, promet d'aller vers plus de démocratie. Nous devons manger la paix, nous devons respirer avec la paix, nous devons dormir avec la paix, nous devons marcher avec la paix. Le peuple gabonais a envie d'assurer ce bien-être. Protection des institutions avons décidé de défendre la paix. Bonjour. Pendant plus de 25 jours, on peut le dire comme ça, un parterre de représentants de toutes les sociétés gabonaises se sont retrouvés pour le dialogue national. À l'intérieur, il y a eu des échanges qui sont, pour la population gabonaise, des éléments assez importants. Aujourd'hui, nous voulons avoir cet échange-là afin de lire le contenu de tout ce qui s'est dit ou encore d'essayer, ça et là, de non seulement critiquer, mais d'apporter notre point de vue concernant les éléments de ce dialogue. J'ai pour cet échange qui concerne le dialogue national, Monsieur Eddy, que vous connaissez certainement, avec lequel nous allons encore échanger sur cette thématique. Merci de nous suivre, de nous accompagner durant ce long moment. Monsieur Eddy, bonjour. Bonjour Néris, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Merci pour l'invitation. C'est toujours important d'apporter, vous savez, comme vous avez dit, tout le monde n'a pas pu participer au dialogue. Bien sûr. Mais le fait que les uns et les autres apportent leur modeste contribution en dehors du cadre du dialogue, c'est une façon aussi également de contribuer à l'évolution du pays. D'accord. Donc c'est tout un honneur. Ok. C'est la fin du dialogue? Ah ouais, exactement. À la base, lorsque le dialogue se lançait, il y avait des gens qui avaient un peu peur. Tu sais, ils se disaient, est-ce que ça allait bien se terminer? Est-ce que le fait de mettre des personnes avec des idées différentes dans une telle thématique, avec, voilà, chacun venait avec ses idées, peut-être d'autres venaient avec des orientations assez différentes de ce qui concerne les Gabonais, mais à la fin, c'est terminé. Aujourd'hui, quelle idée tu peux te faire de la fin de ce dialogue? Parce que bon, jusqu'à présent, je ne sais pas trop les éléments que tu peux avoir toi, mais c'est silence, il n'y a pas trop, il n'y a pas eu de grabuge. Pour moi, je me suis dit, est-ce que tout le monde a pu s'entendre? Pour l'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que lorsque il y a une discussion avec divergence d'opinion, on ne tombe pas forcément tous d'accord sur la même position. Mais l'avantage de ce dialogue, c'est qu'il y a eu quand même un bataille de personnalités, de personnes diverses, je veux dire de divers horizons, de diverses formations, de diverses cultures, ce qui a permis à chacun d'apporter sa contribution pour former quelque chose d'un peu plus homogène. Donc vous savez, quand on mange la salade, on retrouve un peu de tout. Voilà, c'est ça même l'expression de salade, on retrouve un peu de tout. Et je pense que les conclusions de ce dialogue reflètent un peu, en quelque sorte, les différentes, je veux dire, pensées, voilà, des différents cas. Et concernant les conclusions, quels sont les éléments qui t'ont peut-être un peu marqué? Bon, les plus importants, vous savez que lorsqu'on parle de dialogue, aussi bien soit-il social ou culturel ou jeunesse, mais c'est toujours lié aux questions politiques. Et donc forcément, tout le monde a jeté un regard particulier sur les questions liées aux commissions politiques. Ouais, c'est pas très faux, c'est pas faux. Et en interne, quels sont les éléments pour lesquels tu estimes que c'était bon, mais... Bon, en général, s'il fallait donner une note, je vais parler non seulement d'avoir le côté organisationnel, le côté fonctionnel et surtout tout ce que nous avons vu à la fin. J'aurais donné une note de 8 sur 10 parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Bon. Ouais, vous savez que je suis souvent cher en notes. Oui, c'est pas la raison pour laquelle je suis un peu surpris. Là, quand même, je suis un peu content de savoir que c'est un dialogue, comme vous l'avez souligné, hein, malgré les différences au niveau des opinions des uns et des autres. Forcément, dans les discussions, il y a eu on va dire ça comment, des points sur lesquels beaucoup n'étaient pas d'accord, mais au final, on a pu constater que le dialogue s'est achevé sans qu'on ait déploré un dommage spécifique. Voilà, donc peut-être en interne, nous n'avons pas été là-bas sur place, donc on ne peut pas avoir la confirmation ou l'affirmation de dire qu'il n'y a pas eu de tirage de chemise, mais nous savons quand même de sources sûres, notamment à travers ceux qui ont participé,
c'était quand même courtois, il y avait pas, on a également vu quelques images, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la communication du dialogue, c'était quand même quelque chose d'assez correct. Ouais. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu estimes que tout ce qui a pu se dire actuellement par rapport à ce dialogue-là, durant le dialogue, touchait de façon générale les problématiques que la société gabonaise souhaite mettre en exergue. Donc, en outre, on peut dire que tous les applaudissements qu'on a vus, parce qu'on a vu là des représentants de chaque commission passer et lire un peu les différents points qui ont été, on va dire, retenus durant ce dialogue. Donc, on a vu les gens applaudir et on se dit, ben, peut-être que c'était, voilà, au montage où on a mis un peu plus de son. Donc, si je comprends bien, tu estimes que ce qui a pu se dire là et les applaudissements reflètent exactement les conclusions que souhaitait la population gabonaise, si je comprends bien. En quelque sorte, vous savez, c'est vrai que dans tous ceux qui ont participé au dialogue, ils avaient un droit de réserve, mais le dialogue est fini. Donc, pour le moment, on est dans la mise en œuvre les recommandations du dialogue. Ce qui est sûr, c'est que les uns et les autres se sont prononcés en conséquence pour le pays. J'ai vu des réactions ici et là, non seulement de ceux qui ont participé ou de ceux qui n'ont pas, et surtout de ceux qui n'ont pas participé au dialogue, sur certaines recommandations qui ont été faites. Donc il y a des recommandations populaires, il y a des recommandations qui le sont moins, mais n'empêche que vous savez ce qu'on appelle la démocratie, parce que pour beaucoup certaines recommandations sont antidémocratiques, notamment celles en rapport avec la suspension des partis politiques. On estime que c'est antidémocratique, mais ce serait quand même intéressant de savoir c'est quoi la démocratie, même de façon triviale, avant que de rentrer dans des définitions scientifiques, mais de façon triviale. La plus connue, la plus célèbre, la plus utilisée, c'est l'expression du peuple pour le peuple, par le peuple. Ouais. On considère que ceux qui sont allés au dialogue national a représenté quand même l'ensemble des composantes de la société. C'est vrai que c'est pas toute la société, mais c'est l'ensemble de la société. Et donc cette composante-là a décidé. Et donc on suppose que c'est le peuple qui s'exprime. D'accord. Et si le peuple s'exprime en disant qu'on ne veut plus les partis politiques, c'est démocratique. Bien sûr. C'est très démocratique, mais il n'y a pas plus démocratique que ça. Donc pour moi, à mon sens, c'est non seulement une question démocratique, mais c'est aussi une question de sens. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des partis politiques de valise. Il y a des partis politiques qui n'existent que de nom. Il y a même il y a plus d'une centaine de partis politiques reconnus et qui ont participé au dialogue. Vous imaginez, alors qu'il y a des partis qu'on ne connaît pas. Vous demandez à même ceux qui sont des grands politiciens au Gabon, ils pourront pas vous citer tous les partis. Si moi on me posait la question, moi j'aurais dit peut-être 10 partis, c'est les partis qu'on connaît usuellement, les partis qui ont des élus, aussi bien locaux que nationaux. Donc c'est pas une question pour moi, à mon sens, qui semble être démocratique. Donc voici quand même quelques points ou une question qui a quand même défrayé la chronique ces derniers temps sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur la question de la suspension des partis politiques. D'accord. Ben, j'ai constaté une chose pendant le dialogue et je sais pas trop comment tu as vu. Il y a un monsieur qui voilà, il est devenu une vedette sur les réseaux sociaux. Je maîtrise pas très bien le nom. Je crois un certain Malékou, voilà. Et puis, qui franchement, il était très publicité. Moi, par contre, ce que j'aimerais toucher dedans, c'est de voir à quel niveau d'expression on a pu laisser les gens s'exprimer au niveau du Gabon. Et c'est quelque chose que je souhaite souligner parce que là, il y a des gens qui vont nous suivre. Et puis, voilà. Et c'est quelque chose pour lequel moi, j'ai quand même envie de dire bravo. Parce que laisser des personnes comme ça, de façon crue, dire ce qu'ils pensent, et avoir des gens qui sont d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, mais de savoir que les gens sont capables de s'exprimer sans qu'on ne soit obligé de savoir que bon, on l'a arrêté, le B2 qui est derrière lui, parce qu'on n'a pas apprécié ce qui était dit. Je me dis quand même que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je pense que de la même façon que les membres du CTR sont protégés, même si la loi en ce qui concerne le CTR est assez connue, mais je pense que les participants du dialogue également ont bénéficié quand même d'une certaine protection, notamment dans la liberté de leurs propos. Voilà, c'est l'une des réussites de ce dialogue. Et d'ailleurs, on n'aurait pas parlé de dialogue si les gens ne sont pas libres de parler, si les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Et puis, vous savez, lorsque on est en colère, lorsque on rumine en soi une certaine, une certaine colère,
par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, par rapport au manquement. Vous savez, c'est important de se libérer. Et je crois que le dialogue aussi a permis à certaines personnes qui engrangeaient beaucoup de choses en eux de pouvoir se libérer, de sortir de là un peu plus apaisés. Donc c'est important de discuter, c'est une coutume, c'est comme je le disais précédemment, c'est un principe traditionnel chez nous au Gabon, ou du moins dans la coutume bantou, que lorsqu'il y a palabre, on s'assoit autour d'une banja ou dans une banja, on discute et le linge c'est la famille. Quand on sort d'une banja, on boit ça sur notre bouteille de vin de palme ensemble et on se serre la main et on considère que le litige est quasiment réglé et résolu. Voilà. Durant ce dialogue, on a beaucoup entendu parler des étrangers. Est-ce que tu penses que c'est un mal pour le Gabon? Non, vous savez, ce n'est pas un mal pour quelque pays que ce soit de nationaliser ou de penser pays d'abord. Vous voyez, pour nous qui avons étudié au Maroc, vous voyez au Maroc, vous ne pouvez pas voir un boutiquier qui ne soit pas marocain. Que ce soit qu'il tienne une épicerie, qu'il tienne quelque commerce que ce soit en termes de boutique épicerie, vous ne pouvez pas voir si c'est pas un Marocain. Un taximan, vous ne pouvez pas voir si c'est pas un Marocain. Vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise au Maroc si un Marocain n'est pas associé. Vous voyez, ça ne veut pas dire que le Maroc est xénophobe. Ça ne veut pas dire que ces pays-là qui pratiquent ce genre enfin, du moins qui ont ces types de lois sont des pays xénophobes. Non. Il s'agit simplement de penser à Gabon d'abord. Il s'agit simplement de donner l'opportunité d'abord aux Gabonais. Maintenant, si il n'y a pas des Gabonais qui, du moins, qualifiés ou qui plébiscitent ces éléments-là, à ce moment, on peut voir comment faire recours à nos frères des pays amis, des pays étrangers. Est-ce que vous comprenez? Mais, vous savez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que on a tant décrié dans notre pays que quasiment tout était sûr, du moins dans les mains de nos frères étrangers. Que ce soit l'économie, que ce soit dans les nominations administratives, que ce soit en ce qui concerne les terrains, en ce qui concerne quasiment tout. Vous voyez? Donc ce n'est pas plus mal que de redire que, en lieu et place de privilégier seulement ou de privilégier ceux qui offrent, on privilège d'abord le Gabonais. Qui n'a pas, on privilège d'abord le Gabonais. Et ensuite, à ce moment, on peut voir en second recours ou en troisième comment accompagner nos frères. Voilà. Ils sont les bienvenus chez nous. Nous, le Gabon a toujours été un pays hospitalier. Le Gabon a toujours été un pays ami de ces petites nations. Mais il faut que ces pays aussi, ces frères, ces ressortissants de ces pays comprennent qu'il y a un esprit de nationalisme qui naît et le Gabonais se revendique Gabonais. Et nous sommes fiers de l'être, pas par orgueil, pas par mépris des autres, non, juste par fierté, juste par, patriotisme. Voilà, on aime notre pays, même si on ne le montre pas assez, je pense que les Gabonais aiment leur pays. D'accord. Il y a des textes qui existaient déjà, qui protégeaient suffisamment des Gabonais. Je pense que même pendant ce dialogue-là, ça a fuité. Bon, on va pas dire fuité, on l'a vu un peu partout sur les réseaux. Certaines réglementations qui existaient en termes de gestion du pays, en termes de comment on appelle ça, de l'économie, c'est-à-dire les prix, ceux qui devaient être prioritaires, ceux qui devaient concerner que les Gabonaises. Et est-ce que le problème, c'est dans le texte ou dans l'applicabilité des textes? Si le texte existe, le problème ne peut plus être le texte. D'accord, donc maintenant, lorsqu'on va au dialogue, et qu'on fait un dialogue, alors qu'il existe déjà des textes qui sont à peu près, on va dire pas à peu près, qui sont très intéressants, est-ce que on ne va pas retomber dans le travers d'avoir des bons textes, mais au niveau de l'application, on se retrouve à... Oui, on a certes de bons textes, mais qui peuvent également nécessiter des réformes. Vous savez que ce sont des textes quand même qui... Mais réformer des textes qui n'ont jamais été appliqués, on fait quelle réforme? Non, on peut les réformer et puis mettre en place, de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodologies pour que ces textes-là soient quand même, appliqués avec la plus grande rigueur. Mais si déjà n'ont pas pu être appliqués les textes, maintenant, lorsqu'on réforme les textes qu'on réforme là, on n'a jamais pu appliquer ce qui était... Non, mais ça ne dénature en rien le fait de... Ça ne dénature en rien l'applicabilité d'un texte. C'est pas parce qu'un texte n'a jamais été appliqué qu'il ne nécessite pas une réforme. Le texte, il peut ne pas avoir... Il a été conçu, je dis n'importe quoi. Imaginons qu'un texte a été conçu en 1960 ou en 62, ok? Mais que on constate que il n'a jamais été appliqué correctement, ok?
et que le texte ne répond plus forcément, le texte peut ne plus répondre au contexte actuel, peut ne plus répondre à, à cette modernité que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a l'utilisation des réseaux sociaux, il y a l'utilisation d'informatique qu'il n'y avait pas dans 1960. Donc, on peut adapter le texte, à la réalité actuelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette réforme dans les questions. Il ne s'agit pas forcément de changer le sens, de changer l'objet, mais de contextualiser le texte de telle sorte qu'il réponde aux exigences actuelles. Et à ce moment, peut-être, maintenant, mettre de nouveaux mécanismes pour que l'applicabilité soit stricte. D'accord. Donc, si je comprends bien, écoute, on va essayer de jumeler les deux pensées, c'est-à-dire on revoit les textes, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on mette beaucoup plus l'accent sur l'applicabilité des textes en question. Je te rejoins. En fait, le problème, c'est pas, comme je disais, le problème, c'est pas les textes puisqu'ils existent. Le problème, c'est l'applicabilité. On est d'accord. Oui. Mais, en plus de l'applicabilité, si les textes ne répondent plus aux exigences actuelles, on doit les réformer. Mais la réalité, c'est que même si on les réforme, si on réforme sans applicabilité, ça n'aurait servi à rien. Donc, pour moi, il faut les appliquer, mais aussi les réformer. D'accord. Du moins, ce qui nécessite. D'accord. Déjà, la stratégie voudrait qu'il y ait un comité qui a été mis en place, un comité de suivi pour le dialogue. Et ça fait de suite sur la thématique que je viens d'aborder concernant le fait qu'il y a eu des textes qui n'ont jamais été respectés. Est-ce que cette commission qui vient d'être mise en place, je crois, la semaine dernière, est-ce qu'elle pourra réellement, est-ce que son rôle, c'est de veiller à l'applicabilité des textes ou bien c'est simplement vérifier la réécriture? Je ne sais pas trop si on peut me permettre comme ça, parce qu'en même temps, il fallait qu'on fasse un référendum. Je ne sais pas si c'est toujours l'ordre du jour. Et tout récemment, je me suis rendu compte qu'on demande aux gens de vérifier nos listes électorales. Je crois que c'est certainement par rapport au référendum. Maintenant, lorsqu'on met en place cette commission, elle suit quoi exactement? Elle suit ce qui a été déjà fait ou bien elle va suivre après le référendum ce qui va être décidé par le peuple? Parce que si, par exemple, certains éléments sont refusés, comment on fait derrière? Parce qu'aujourd'hui, on a une commission qui vient de se mettre en place. C'est quoi son réel rôle? Il y a 3 commissions qui ont été, 3 comités. Voilà, 3 comités qui ont été mis en place. Le premier comité, du moins des différents communiqués, si on voit la chronologie des communiqués, le premier comité est là pour la rédaction. Parce que la rédaction du projet de la prochaine constitution. Si vous remarquez dans ce comité, il y a des éminents, des éminents chercheurs. Vous avez en la personne du professeur Kouaou, vous avez le professeur Denis Rondo, qui sont les grands constitutionnalistes, vous avez Dr Andy Delors, qui est un politiste, vous avez le professeur Renvé, qui est également un politiste, voilà. Donc, c'est pour dire que dans ce comité, il y a vraiment des personnes qui sont super outillées pour rédiger le projet de constitution qui sera mis au référendum, mais avant le référendum, bien sûr, qui sera noté par la constituante, qui sera organisé par la constituante. Donc, ça, c'est le premier comité qui a été mis en place. Ensuite, il y a un deuxième comité qui a été mis en place pour la suivi et évaluation, du moins, des recommandations du dialogue. Vous voyez? Donc, ce comité aura pour rôle de s'assurer que le gouvernement prenne des lois, du moins, fasse des projets de loi, prenne des décrets, des arrêtés pour mettre en action, en musique, les recommandations. Mais les recommandations, là, c'est après le référendum qui doivent s'assurer ou bien c'est avant? Non, il faut pas confondre. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments beaucoup de recommandations qui sont sorties du dialogue, mais la Constitution ne prend pas tout en place. La Constitution, c'est juste pour l'organisation de l'État. Si on la définit trivialement, c'est cet ensemble de règles qui organisent le fonctionnement de l'État, qui organisent le fonctionnement des institutions de l'État. Vous voyez, ça c'est juste au niveau, organique, au niveau des institutions. Quel est le rôle le rapport entre, par exemple, le gouvernement et le Parlement. Quel est le rapport entre les différents pouvoirs. Quel est le rôle de X, quels sont les organes qui peuvent devenir des organes constitutionnels. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça c'est ce que la Constitution va prévoir. La Constitution va également prévoir tout ce qui est
va définir par exemple le mandat présidentiel. La Constitution va définir le type de régime politique. Par exemple, le régime politique a été du moins retenu lors du dialogue. Parmi les recommandations, c'est le régime présidentiel. Et nous savons que le Gabon était dans un régime semi-présidentiel où il y a quand même une séparation souple, voilà, des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, où on avait un exécutif qui est responsable devant le Parlement, qui assure le contrôle et ainsi de suite, alors qu'on avait un premier ministre, comme ça se fait dans les régimes parlementaires, et alors que dans un régime présidentiel, ce sera un peu comme à l'américaine. Vous avez vu, aux États-Unis, il n'y a pas de premier ministre, c'est un président, et il y a une séparation rigide des pouvoirs. Donc il y a quand même une grosse différence qui s'est installée qui va s'installer dans l'implémentation des deux différents régimes. Donc ça, c'est le volet de la Constitution. Ça, c'est le volet que la Constitution gère. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, après, il y a des normes spécifiques. Il y a des décrets qu'il faut prendre parce qu'il y a des lois qui existent déjà, mais peut-être prendre des décrets d'application par rapport à des domaines bien précis qui sont des recommandations de dialogue dans le domaine social, dans le domaine, je vais dire sportif. Est-ce que ça, c'est après le référendum ou avant? Mais non, ça n'a pas besoin d'attendre le référendum. Le référendum ne concerne que la Constitution. Le référendum, c'est le vote de la Constitution, par oui ou par non. En général, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas comment ça va se passer pour le Gabon, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, quand on dit on vote une Constitution en référendum, c'est-à-dire qu'il y a un projet de Constitution qui est... Donc, ça ne va pas tenir compte de tous on va dire les éléments qui ont... On ne peut pas tout mettre dans la Constitution. La Constitution, si vous voulez, c'est dans la hiérarchie des normes, c'est la norme la suprême. Et toutes les autres normes doivent découler de la Constitution. Donc, tout ce qu'on peut dire là pourra découler de la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Mais le plus important, c'est non seulement il y a la Constitution, mais à l'heure actuelle, il y a des normes existantes. Voilà. Est-ce que ces normes-là, il faut par exemple, s'il y a des lois, est-ce que ces lois-là, il faut trouver des décrets d'application parce que la loi existe. Certes, mais après, pour que la loi soit applicable ou mise en œuvre, après, il faut d'autres mécanismes, d'autres normes qui viennent pour compléter la loi ou bien du moins pour mieux définir la loi, pour mieux la faire comprendre. S'il y a une loi, je dis n'importe quoi, imaginons que, même s'il n'y en a pas encore pour le moment, il y a une loi portant politique nationale de la jeunesse. Ouais, ça la loi, elle est générale. Après, maintenant, il faut des textes spécifiques pour dire que bon, certes, il y a la loi portant, je dis n'importe quoi, orientation de la politique nationale de la jeunesse, donc il faut créer par exemple un décret portant création et organisation du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Ou créer un décret qui dit par exemple que le secteur des taxis, le secteur de transport est réservé aux nationaux. Ça, on n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Ça, c'est des lois, ça, c'est des décrets qui peuvent... Par exemple, on prend en compte, si vous avez dit qu'il y a des lois qui existent déjà sur le Gabon d'abord, au moins la nationalisation des secteurs. Si cette loi existe, donc il faut prendre des décrets d'application. Donc le comité en question aura pour objectif de veiller à l'applicabilité de toutes ces lois. Donc, c'est-à-dire que même tous ceux qui... C'est quoi ils auront pour rôle de veiller à ce que le gouvernement prenne je vais dire ça comment, du moins Le gouvernement? Oui. S'il y a des lois qui existent. Donc, c'est pas le Parlement qui contrôle? Non, le rôle du Parlement, c'est de voter la loi. Mais c'est aussi d'assurer le contrôle? Oui, d'assurer, mais le contrôle s'assure quand on a déjà exécuté quelque chose. On ne peut pas contrôler quelque chose qui n'a pas encore... Donc, ça veut dire qu'avant d'être appliqué, ils vont emmener les éléments au niveau du comité en question qui va estimer que la documentation ici répond à une certaine réglementation liée aux besoins du peuple, et après, ils vont emmener ça au niveau du Parlement. Mais il y a quelque chose, comment ça se chevauche là? Je vous dis que le deuxième comité est là pour veiller du moins à ce que les résolutions du dialogue soient mises en œuvre à travers des décrets, des arrêtés, donc des textes réglementaires. D'accord. Maintenant, si ça nécessite une loi... Pourquoi on ne peut pas confier ce rôle-là directement à l'Assemblée nationale? Parce que le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas de vérifier que le gouvernement a pris telle loi, a pris des décrets. L'Assemblée nationale, comment on appelle ça, c'est un représentant du peuple. Bon, en griffe, vu que déjà cela, c'est quelque chose d'assez particulier, mais du moment où le peuple s'est réuni, ont mis en place, on va dire, ont défini un objectif, ont mis des points intéressants, je pense que ce serait beaucoup plus simple que ces éléments-là reviennent aux représentants du peuple qui, elle, va veiller à ce que l'ensemble du comité... Dans la composition de ces différents comités, il y a des représentants du peuple, il y a des parlementaires, il y a toutes les composantes en fait. En fait, on ne veut pas résumer le travail du dialogue, du moins le suivi du travail du dialogue au Parlement. Vous savez que le Parlement qui a été mis en place, c'est pas un Parlement qui a été voté, c'est un Parlement qui a été nommé. Ça veut dire que le gouvernement
se retrouvent là avec beaucoup de filtres. C'est-à-dire qu'ils ont le filtre déjà au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un comité de suivi qui est derrière eux. Est-ce qu'il n'y a pas trop de filets, de contraintes autour de leur activité? C'est pas plus méchant. On peut avoir plusieurs filtres. Si vous voulez filtrer de l'eau, est-ce que ça vous dérangerait que vous preniez votre bonbonne de bouteille d'eau minérale et de la filtrer davantage? Ça ne ferait pas de mal à votre corps. Non, on ne refuse pas, mais le souci à l'intérieur, c'est vraiment ça va réduire leur force quelque part. Parce que s'ils se retrouvent dans cette situation-là, il va falloir, on va dire, si je peux me permettre, de justifier à chaque fois les actions qu'ils vont devoir poser, parce qu'il faudrait que ça réponde à telle entité, ça répondre à telle autre entité, qui quelque part, on pouvait tout simplement soumettre tout à une seule entité. Je ne sais pas si vous voyez un peu d'où je veux en venir. Chaque institution dans notre pays a son rôle. Le rôle du Parlement n'est pas de veiller à ce que les recommandations d'un dialogue soient mises. Parce que là, il s'agit d'un dialogue. Non, écoutez-moi. C'est les représentants du peuple. Non, c'est les représentants du peuple. Ce n'est pas faux. Voilà, et c'est le peuple qui a parlé. Est-ce que c'est le Parlement qui était seul au dialogue? Sachant que c'est le peuple qui a parlé. C'est le peuple gabonais. Non, écoutez-moi. Est-ce que c'est le Parlement qui était seul au dialogue? Non. Le Parlement n'était pas seul au dialogue. Il y avait des parlementaires, il y avait des religieux, il y avait des traditionnalistes, il y avait des jeunes, il y avait toutes les composantes de la société. Ok? Ce sont elles, vraiment, ces composantes-là qui ont fait les recommandations. Il faut aussi que pour le suivi de ces recommandations, ce soit, on va peut-être pas les mêmes, il faudrait qu'on retrouve également cette sphère-là peut-être à un petit niveau, parce que au dialogue, ils étaient 600. Près de 670. Donc, il faudrait qu'on retrouve dans le suivi de ces recommandations que nous avons, que les membres du dialogue du moins ont produit, il faut qu'on retrouve quand même les acteurs du dialogue. Je suis d'accord, mais lorsqu'on parle de recommandations, ça veut dire que, là je reviens un peu sur un point que vous avez souligné. Donc, si je comprends bien, une partie des recommandations vont être prises, et c'est très important que les gens puissent nous suivre, hein, c'est vraiment parce qu'il faudrait qu'on comprenne un peu bien ce qui se passe. Donc, une partie des recommandations vont être suivies par ce comité, et une autre partie bon, peut-être le comité va suivre après, mais va passer par les mailles comment on appelle ça, du référendum, c'est ça ou bien c'est juste la constitution? Là, il faut bien vraiment faire la nuance. Oui, j'ai vraiment envie de faire la nuance. Voilà, il faut vraiment faire la nuance. Le premier comité est là pour rédiger le projet de constitution qui sera soumis après au référendum. Et lorsqu'on parle de constitution, il s'agit simplement des grandes normes qui vont orienter la trajectoire de notre pays. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième comité est là pour le suivi et évaluation, donc pour veiller à ce que le gouvernement mette en action à travers les normes toutes les recommandations issues du dialogue. Le troisième comité est là pour veiller à ce que, c'est vrai qu'on a mis en norme, maintenant il faut l'applicabilité. Donc le troisième comité est là pour veiller à l'applicabilité, c'est-à-dire qu'une fois les normes, une fois les recommandations traduites en normes, il faut pas simplement que ça reste en norme. Vous avez fait le reproche ce matin, enfin du moins au début de l'émission, que c'est vrai on parle de nationalisation, mais il y a des textes qui existent. Mais pourquoi on en parle, pourquoi il n'y a pas cette applicabilité? Donc le troisième comité est là pour veiller à ce que les normes qui seront prises issues des recommandations du dialogue soient véritablement appliquées. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça soulève un peu le point de tout à l'heure, c'est-à-dire que on a des textes magnifiques, mais qui sont pas appliqués. Donc, si je comprends bien, ces trois entités qu'on vient d'introduire dans le jeu viennent pour pallier à ce souci. Non, la dernière peut-être pas pour pallier au souci général de l'inapplicabilité, par exemple, de certains textes. Là, il s'agit du dialogue. Il faut pas qu'on mélange. On parle du dialogue. Donc, restons dans le cadre du dialogue. Et dans le cadre du dialogue, il y a des recommandations. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est plus de 1000 recommandations. Ce sont ces recommandations-là qu'il faut traduire en normes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le gouvernement qui a cette responsabilité-là. Et donc, le deuxième comité sera là pour veiller à ce que le gouvernement traduise réellement en normes l'ensemble des recommandations. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y en a 1000, il faudrait que les 1000 recommandations, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les normes qui seront créées, il faudrait qu'on retrouve quand même les 1000 recommandations qui sont issues du dialogue. Maintenant, c'est vrai que les normes seront créées. Et une fois les normes sont créées, est-ce que le gouvernement pourra tout mettre en œuvre? C'est le troisième comité qui rentre maintenant en action, veiller à l'applicabilité des recommandations du dialogue. Donc, on peut créer une norme,
Imaginons qu'on dit que c'est la nationalisation du secteur de transport au Gabon. Donc, seuls des Gabonais peuvent conduire des taxis. C'est un exemple. Hein, imaginons ça. Et que il y a une norme qui naît comme ça que, bon, pour conduire le taxi, il faut avoir un permis gabonais. Je dis n'importe quoi. Donc, il faut être de nationalité gabonaise, avoir un permis spécifique, voilà, comme dans d'autres pays. Au Maroc, par exemple, ils ont un permis confiance. Et le permis confiance, il y a qu'un Marocain qui peut le passer. Tout le monde peut avoir tous les autres permis, hein, B, C, D, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre petit permis qu'on appelle le permis confiance. Parce qu'en fait, taximan, au Maroc, il passe par coup de commission, on fait une enquête de moralité sur la personne. C'est pour ça, au Maroc, quand vous oubliez quelque chose parfois dans la voiture, vous pouvez aller récupérer ça. Ils ont un espace, j'ai oublié spécifiquement le nom, où tout ce que les clients ont oublié dans les voitures, ont égaré, ils vont déposer ça là-bas. Et si vous avez un problème, vous partez là-bas et peut-être que vous pourrez récupérer du moins ce que vous avez perdu. Donc ça permet de crédibiliser, de sécuriser les clients et beaucoup d'autres choses. Bref, c'est pour dire que si le secteur, par exemple, taxi, transport, est nationalisé, la loi est prise. Ok, le gouvernement prend si ça a été une recommandation du dialogue, est-ce que vous comprenez? Si ça a été une recommandation du dialogue, le gouvernement doit faire une norme par rapport à cette question, par rapport à cette recommandation. Et c'est le deuxième comité qui veille à ce que le gouvernement prenne cette norme-là par rapport à cette recommandation. Maintenant, le troisième comité doit veiller à ce que ce soit appliqué. Donc, on peut prendre la norme, mais on ne l'applique pas. Maintenant, le troisième comité veille à ce que cette norme-là soit appliquée. Donc, sur les recommandations du dialogue, il faut que ce soit clair. D'accord. Donc, c'est pas un comité qui est là pour veiller à l'applicabilité sur toutes les normes existantes dans le pays. Non, sur les recommandations du dialogue, il faut que ce soit clair. D'accord, je comprends parfaitement. Et je vais m'appuyer sur l'exemple que tu viens de donner, et ce sera un moyen non seulement de toucher un peu de façon, en nous appuyant sur cet exemple-là, mais aussi quelque part d'essayer de donner un point de vue, voilà, sur la question. Lorsqu'on prend, par exemple, l'aspect taxi, et qu'on veut nationaliser un tel projet, et que derrière, on a, désolé de dire ça, on a moins de technocrates qui sont capables de veiller à l'applicabilité, pas juste de veiller, mais d'implémenter la stratégie. Parce que, aujourd'hui, lorsqu'on fait de la politique, c'est une orientation qu'on peut donner à un projet. Maintenant, si dans l'orientation, on n'a que des orientateurs, si je peux me le permettre, c'est-à-dire des personnes qui ne savent qu'orienter, à quel niveau interviennent les technocrates? Et c'est souvent à ce niveau-là où on a l'impossibilité d'applicabilité d'une loi. Je m'explique. On veut mettre en place un projet taxi. Comment on fait déjà pour ceux qui sont là, c'est de nationaliser le chemin, on va dire l'activité taxi au Gabon, sans que ce ne soit un déficit, sans que ce ne soit quelque chose qui perturbe l'activité au Gabon, sans que ce ne soit, on va dire, un projet qui va, un temps soit peu, rendre l'activité pendant un long moment difficile, ou bien qu'on se retrouve dans une situation où on a nationalisé l'activité, mais puis par la suite, c'est on va dire un désordre pas possible. Comment on arrive à mettre en place une transition pacifique, organisée, et de telle sorte que ce soit une réussite sans technocrate. Parce que moi, par exemple, lorsque je vois un peu les différents comités, je ne sais pas, peut-être que tu me donneras ton point de vue là-dessus. Je ne les connais peut-être pas, mais des 2-3 personnes que j'ai pu percevoir, j'ai pas vu de technocrates. C'est-à-dire des personnes qui ont la maniabilité d'appliquer. Mais j'ai par exemple vu des gens qui sont capables d'orienter, de conseiller, de dire, donc un peu, si je peux me le permettre, sans pour autant offusquer quelqu'un, qui font un peu de la politique. Non, vous savez, on n'a pas demandé au comité d'appliquer. C'est pas le comité qui l'applique. Aucun comité l'applique. Oui, c'est le gouvernement. Mais justement, chaque département ministériel. Lorsque le gouvernement applique, le comité sans technocrate, comment elle fait pour mesurer si dans la loi ou bien dans le format qui a été mis en place, ça tient compte, on prend compte de tous les éléments nécessaires? Technocrate. Il y a des technocrates dans tous les comités. Et il ne suffit pas que d'être technocrate. Je vous prends un exemple simple. D'accord. J'ai entendu, ou du moins j'ai vu, mais je ne me rappelle pas avoir écouté un discours pareil du chef de l'État, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que le président de la République a prévu 470 taxis. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les taxis seraient déjà disponibles. Du moins, seraient déjà à Libreville. Et que les taxis ne seraient pas seulement des taxis pour Libreville, ce seraient des taxis pour l'intérieur du pays. En tout cas, du moins, il y aura 470 véhicules que le président de la République, du moins de la transition, aurait achetés pour aider les jeunes qui sont en difficulté.
Et ça permettrait de lutter contre le chômage, du moins ce sont des activités qui permettraient aux jeunes de pouvoir également avoir une activité génératrice de revenus, d'avoir un salaire et de pouvoir se prendre en main. Donc l'autonomisation des jeunes dont on parlait la dernière fois. Mais pour cette activité-là, c'est le gouvernement, comme je disais. Chaque département ministériel a ses techniciens. Il y a des spécialistes. Vous allez par exemple au ministère du Travail, le pôle de l'emploi. Ils avaient déjà créé un mécanisme dans ce sens. Il y a eu 2 cohortes de taxis qui sont sortis. Ils ont formé des jeunes pendant plusieurs jours. Est-ce que ça marche? Ça marche. Le souci dans ça... Tout récemment, désolé de te... L'ONU avait un projet taxi. Je vois un Gabonais, un taxi de l'ONU. Et aujourd'hui, ça a piétiné quand même. Pas piétiné parce qu'il n'avait pas une bonne vision, mais par la suite, vous avez vu un peu lorsqu'il y a eu coup d'État, bon, on va dire coup de la libération, désolé. Et on va se rendre compte derrière qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour estimer qu'ils étaient et même le directeur, ils étaient arnaqués par le projet, et même le directeur de l'ONU est venu sur les médias pour s'exprimer concernant la question. Et en même temps, si aujourd'hui il n'y a pas eu, on va dire, une croissance sérieuse d'un tel projet, je crois qu'il y a quand même quelque chose à redire dedans. Et maintenant qu'on rentre dans ce même projet qui va à 450 taxis, est-ce que la chose sur le plan technocratie, c'est-à-dire que organisation, mise en œuvre, etc., est-ce que la chose quand même serait répond? Je voulais préciser qu'il y a des technocrates quand même, je voudrais ajouter. Vous savez, je prends même l'exemple de Monseigneur Ibaba, mais rassurez-vous que c'est vrai, c'est un théologicien, mais il est diplômé. On peut pas être à ce niveau de responsabilité si on n'a pas minimum bac plus en théologie, hein. Ça, rassurez-vous, hein, quand vous voyez des pasteurs là, pour beaucoup, ils sont très diplômés, hein. Je suis totalement d'accord. Voilà, donc rassurez-vous. Donc dans ces comités-là, ils n'ont pas été choisis au hasard. J'ai pas été dans la confidence du moins de la sélection, mais quand on regarde les profils, quand on regarde les personnes qui ont été, je vous ai pris l'exemple du comité numéro 1 qui a été cité, celui qui est chargé de rédiger le projet de transition. Je vous ai cité quelques-uns parce que c'est des personnes que je côtoie au quotidien, que je connais particulièrement, les différents professeurs. Voilà, vous voyez que c'est des spécialistes de la question, donc ils n'ont pas été choisis au hasard, c'est sûr. Je vous prends l'exemple dans le comité de suivi. Il y a mon DT, mon directeur de thèse, si je veux le dire comme ça, le professeur Alexis Evono et son nom. Vous savez que moi j'ai rédigé ma thèse en fiscalité, voilà. Et donc lui c'est un spécialiste de finances publiques. Ouais, il est dans les commissions qui ont été mises en place, notamment dans la commission économique. Donc, je prends l'exemple de Jean-Gaspard Ntuntumayi. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a fait l'IEF, tout le monde sait que c'est un économiste de renom. Mathieu, ici, le ministre, tout le monde sait, mais ils sont dedans. Donc, vous pouvez parler de technocrates. Mais bon, laissons cette question, revenons à la question de tout ce qui est transport. Vous savez, le projet de l'ONU, à l'époque, donc, pôle de l'emploi sur un taxi, moi, je trouve que c'était un projet fabuleux. Bien sûr. Lorsqu'on parle de la transition, il faut le reconnaître. Les Gabonais ont également un problème de mentalité. Lorsqu'on parle de la transition, c'est également la restauration de valeurs, mais la restauration des mentalités. Il faut le dire. C'est très important. Vous savez, lorsqu'on signe un contrat, on est lié, on est engagé. Tous ces jeunes-là, ils ont signé des contrats. Ils ont signé des contrats. Eux, en fait, en général, le jeune au Gabon s'attend à ce que, par exemple, les taxis qui sont sortis là, que le président dise, bah allez, tel jeune, je fais quoi, je ne fais rien, bon allez, prends ça, c'est ton taxi. Bah non, ça peut pas se passer comme ça. Pensez que, non, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est du travail. Ces jeunes-là, ils avaient un contrat pour 4 ans. Moi, j'ai vu les premiers contrats parce que au départ, j'avais voulu participer à l'époque. J'ai vu les premiers contrats. Ils avaient un contrat pour 4 ans. Chaque jour, ils devaient verser une recette si je ne me trompe pas, c'était de 10 000 francs. Ils avaient un salaire chaque fin de mois de 130 000 francs. Wow. Oui. Le taxi que vous voyez là, ouais, moi j'ai acheté un taxi, mais mon taximan, il me verse chaque fin du mois 20 000 francs. Hein. C'est essence. Chaque fin du mois. Chaque jour, je voulais dire, 20 000 francs. Mais je crois que eux, ils étaient partis sur la base de 10 000 francs. Plus, et la durée du versement devait s'étendre jusqu'à 4 ans.
Eux, ils n'ont pas voulu que la durée soit longue parce que le véhicule sera probablement amorti à ce moment-là. Oui, c'est pas faux. Le véhicule sera probablement amorti. Donc, pour réduire la durée, il faut augmenter le versement. Parce que l'objectif, c'est de rembourser la somme qui a été empruntée. C'était ça l'objectif, rembourser la somme qui a été empruntée. Bien sûr, avec les intérêts. Quand on emprunte, il faut les intérêts. C'est parce qu'on se rend compte que les jeunes ne pouvaient pas emprunter, eux, de l'argent. Vous allez dans une banque, aucun jeune qui va à la banque, je vais acheter le taxi. Quelle banque qui va te donner de l'argent? Sur quelle base? Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous avez la possibilité de rembourser si, par exemple, le projet ne va pas à son bout? Quel bien on peut saisir? Ouais, c'est pas facile pour aller pour faire un emprunt au Gabon, pour prendre un crédit. Donc, l'administration s'est portée volontaire pour prendre les crédits en lieu et place des jeunes. Mais ces crédits doivent être remboursés. C'était pas de l'argent de l'État qu'on a pris, on a pris de l'argent de l'État, on a dit bon, comme c'est l'argent de l'État, on veut partager les taxis. Et quand bien même ça aurait été de l'argent de l'État. Il faut bien un minimum. Il faut bien un minimum. Donc, on a trouvé à ces jeunes-là de l'emploi. Et au sortir de cet emploi, ça veut dire s'ils arrivaient à maximiser jusqu'à cet élément-là, à ce moment, ils pouvaient bénéficier du véhicule et être autonomes. Mais moi, je vais vous dire, je vais vous donner un petit secret. Est-ce que vous savez que les taximans parfois gagnent plus que les propriétaires? Bien sûr, ça je sais. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je travaille un jeudi. Bon, aujourd'hui, avant que je ne donne à quelqu'un, moi, j'ai essayé une fois. J'ai fait toute une journée. J'ai travaillé du matin, de 7h du matin à 21h. Je me suis retrouvé avec 73 000 francs. Donc, 73 000 francs, j'avais pris 23 000 pour mettre mon plein. Il me reste environ 50 000 francs. Si je prends 20 000 pour donner au propriétaire du véhicule, moi, je reste avec 30 000. Donc, si je prends 20 000 pour la recette que je verse journalière, j'avais 30 000 francs pour moi dans la poche. Si chaque jour, je travaille 30 000 francs, je gagne même plus que le propriétaire, si j'arrive à travailler 30 000 francs. Mais eux, ils avaient une recette, je crois, de 10 000 francs jour. Donc, vous imaginez un peu, et la fin du mois, ils sont encore payés. Moi, quand mon chauffeur me verse 20 000 francs, à la fin du mois, il n'est pas payé. Hein. Il n'est pas payé à la fin du mois. Je lui donne rien. Il fait son salaire à travers ce qu'il fait. Il faut bien que ce soit clair. Donc moi je crois quand même que les jeunes n'ont pas été arnaqués. Je pense que les jeunes n'ont pas été arnaqués. Maintenant après bon, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, mais quand j'ai regardé un peu les éléments, je pense que les jeunes n'ont pas été arnaqués. Simplement que pour eux ils ont estimé que la durée du bail était assez longue. La voiture d'ici 4 ans la voiture est amortie et donc ils vont se retrouver avec un bien quasiment usé et donc c'est pas pertinent. Mais l'objectif derrière, c'était pas forcément de leur offrir des taxis. C'était de leur trouver du travail et de leur permettre au bout de cela d'avoir un véhicule à eux-mêmes, quand bien même usé. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, à l'issue de ce dialogue, tu considères que le format sur lequel nous sommes actuellement, ça veut dire sur l'aspect suivi, etc., répond quand même à des critères qu'on pourrait soit encourager ou applaudir simplement. Ou bien tu considères que il peut y avoir ça et là quelque chose à redire sur un ou deux éléments. Vous savez, on nous suit. Et rassure-toi, il peut y avoir 2-3 choses qui peuvent être touchées. Moi, je n'ai pas personnellement fait le point sur la question s'il pouvait y avoir des manquements, mais je crois que les comités qui ont été mis en place, ça fait partie des recommandations du dialogue. Il fallait des commissions de suivi, d'évaluation, il fallait des commissions voilà. Je crois que ça fait partie des recommandations du dialogue et c'est déjà la preuve que ces recommandations ont commencé à être suivies. Donc voilà. Le deuxième élément, vous savez que notre dialogue, il a été suivi aussi sur le plan international. La preuve, il y a eu le président de la République centrafricaine qui a été mandaté par ses pairs pour la médiation au Gabon, pour suivre la transition, à qui le président de la transition et de la République a remis une copie des recommandations de notre dialogue. Donc ça veut dire que si ces recommandations sont vues à l'international, c'est que quand même elles valent leur pesant d'or. Donc pour moi quand même, je crois que toutes les attentes, du moins tout ce que j'avais comme attente, ont eu un écho favorable, une piste de réponse dans les recommandations qui ont été formulées. Parce qu'en général, comme je le disais, pour la majorité des Gabonais, c'était tout ce qui concerne le régime politique, tout ce qui concerne la durée du mandat, tout ce qui concerne l'élection à 2 tours, tout ce qui concerne les questions du ministère de l'Intérieur ou du Conseil gabonais des élections, donc l'organe qui devrait réaliser les élections, tous ces éléments, parce que c'est ça qui a toujours posé problème. Donc c'est toujours le politique
je veux dire, c'est la trajectoire de politique qui oriente l'économie, le social, vous voyez. Et c'est tout est une question de volonté politique. Vous voyez, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, depuis l'arrivée au pouvoir du président Oligui, beaucoup de choses vont bon train. Et c'est pour le grand bonheur des populations. Donc c'est une question de volonté politique. Ils partagent, il faut le dire. C'est pas qu'ils partagent le gâteau trivialement comme certains, non. Ils partagent son pouvoir. Ça c'est un. Deux, ils partagent les richesses du pays. Oui, j'ai vu sa dernière descente dans le Guelolo. Hein. Vous avez vu? C'est-à-dire que même l'église a reçu un véhicule. Même l'église a réussi a pu avoir une dotation de véhicule. C'est dire que le président met l'église à, je veux dire, à un niveau important vraiment dans la société, dans notre société. Même l'église a réussi à avoir un véhicule. D'accord. C'est lourd de sens. Ok, ben écoute, on est pratiquement à la fin. En guise de mot de fin, et je tiens quand même qu'on ait un format de cette émission. Voilà, maintenant en guise de fin, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu aimerais peut-être avoir comme point de vue, c'est assez ouvert, et puis tu dis ce que tu as, si tu veux dire. Bon, je suis quand même resté sur ma fin sur la durée du mandat. Voilà. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit une durée, je veux dire, spécifique au Gabon. Même si d'aucuns pensaient que la durée serait une durée conventionnelle, parce que la quasi-totalité des pays démocratiques, des pays des grandes puissances sont à 5 ans. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Pourquoi ces pays-là, les États-Unis 4 ans, d'autres pays 5 ans, ça se comprend. C'est des puissances développées. C'est des pays vraiment super développés qui n'ont pas beaucoup de choses à construire. Ils ont juste à mettre leur politique en œuvre pour que les choses rentrent dans, je veux dire, dans le bain. Alors que un pays comme le Gabon, c'est un pays à reconstruire. Et je pense qu'un mandat de 4 ans, un mandat de 5 ans peut être insuffisant. Et c'est pour ça que j'applaudis de mes deux mains vraiment que certains articles, notamment ceux en rapport avec la durée du mandat, ceux en rapport avec une élection à 2 tours, ceux en rapport avec la modification de la Constitution, vraiment soient verrouillés. Ça, j'ai vraiment aimé ces recommandations parce que ça a été, du moins, l'une des plus grandes problématiques du Gabon, qu'on ait une constitution quasi transparente, quasi passoire, qui pouvait être modifiée à tout bout de champ, et que aujourd'hui, peut-être qu'on ira vers une constitution où, vraiment, pour modifier certains articles, ça doit obligatoirement passer par référendum. Donc, ce n'est que la volonté populaire. D'accord, ben écoute. Déjà, merci d'être venu, et l'objectif, il n'est pas totalement atteint parce qu'on estime que on ne dit jamais assez. Certainement, beaucoup de personnes ont d'autres choses à dire concernant la problématique, et merci déjà. Je crois qu'on attend plus la mise en œuvre de ces recommandations, parce que c'est ça, en fait, qui donnera vraiment une particularité, je vais dire, encore plus spéciale à ce dialogue. Lors de notre dernière émission, on l'a dit que c'est un dialogue différent des autres, parce que les autres dialogues, c'était 2 camps. Oui, l'opposition, la majorité, alors que là, il n'y avait pas de camp. Il n'y avait que les Gabonais qui se parlaient pour construire le pays. Donc ça, c'était la spécificité. Maintenant, ce qui rendra encore ce dialogue un peu plus spécial, c'est l'applicabilité des recommandations. Vraiment, qui sont sur le fil. Il y a des magnifiques recommandations, et on espère que ces recommandations seront vraiment mises en œuvre. D'accord. Ben écoute, on prend ce point comme mot de fin. L'applicabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a eu des beaux textes, on est allé dans un dialogue, on est encore en train de pondre quelque chose de magnifique, et ce que le peuple attend aujourd'hui, c'est que tout ce qui a pu être dit soit applicable dans l'intérêt du Gabon et du peuple gabonais. Donc merci de nous avoir suivis, à bientôt.